Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro Culture. Aujourd'hui sur ce plateau, Antonio Ferrandis. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez dans la médecine, vous êtes dermatologue, mais Oui. vous avez également écrit ces deux ouvrages, Les voiles de la République et Voiles sur l'Irlande, des ouvrages que l'on pourra lire pendant nos vacances. Oui, c'est au bord de la mer, ça va être bien avec la chaleur. Absolument, et justement vous parlez de bord de mer et vous abordez ce côté maritime dans ces livres. Alors pourquoi vous vous intéressez à la mer? Expliquez-nous un petit peu. Bien, disons que moi je suis né sur la Méditerranée et j'ai vu pendant toute ma jeunesse la mer depuis chez moi, quoi. D'accord. Et donc les bateaux m'ont toujours fasciné. Et puis bon, j'avais un ancêtre qui était marin, mais ça je l'ai appris que plus tard. Alors ça m'a peut-être donné un héritage. Et la mer m'a toujours fasciné avec les bateaux. J'ai toujours aimé faire du bateau. Voilà. Et j'avais envie d'être marin. C'était aussi une de mes vocations. C'est vrai? Oui. Ça s'est pas fait. Alors vous êtes né à Barcelone, c'est ça? Oui, en Vous Espagne. êtes né en Espagne. Alors Les voiles de la République, c'est le premier. Oui. C'est le premier livre qui... D'ailleurs, vous avez reçu un prix. Oui, de l'Académie de Marine, oui, en 2017. C'est une belle distinction. Oui, oui, ça m'a fait plaisir. Oui. Et donc, racontez-nous un petit peu, vous donnez vie à un personnage, tout en nous parlant d'histoire aussi. Voilà, parce qu'on parle de la mer et d'histoire. Voilà, donc si vous voulez, j'ai inventé un personnage fictif qui s'appelle Athanase Delrieux, qui est né pas loin d'ici, puisqu'il est né à Loches. Et ce personnage va participer à des événements et rencontrer des gens qui ont vraiment existé en cette période troublée de la Révolution française. Et en 1793, la marine a été complètement chamboulée puisqu'elle était aux mains des aristocrates. Et donc les aristocrates ont été emprisonnés, décapités pour d'autres, et beaucoup ont fui. Et ça fait un appel d'air pour des roturiers, des marins roturiers. Et Athanase Delrieux fait partie de cette génération d'officiers qui vont après officier, si on peut dire, pendant toute la Révolution et l'Empire. D'accord. Vous êtes documenté pour Énormément. Écrire ce livre, j'imagine. J'ai fait un an de recherche avant oui. de commencer à écrire. Bien sûr. Et vous avez mis combien de temps pour écrire ce livre? On va dire 2 ans. Ouais. 2 ans, un an de recherche plus 2 ans d'écriture, mais j'écris tout doucement. Donc, Mais c'est bien. Et du coup, alors vous avez écrit ce premier livre et ensuite vous avez aimé ça, cette expérience, et vous en avez écrit un deuxième encore plus gros. Voilà. Oh, il fait à peu près le nombre. Oui, il est un peu plus gros, oui. Et on Alors, a rajouté des celui-ci. illustrations aussi Ouais. pour expliquer les voiles, etc. Donc, C'est ça. Voilà. Alors rappelez-nous un petit peu le contexte de celui-ci. Donc celui-ci, c'est le début du Directoire. Et il y a eu une tentative de débarquement en Irlande en 1796. Qui je ne veux pas dévoiler le livre, mais enfin c'est quelque chose de connu, enfin peu connu en fait. Et donc on a tenté de débarquer en Irlande un corps expéditionnaire pour déstabiliser les Anglais, qui étaient l'ennemi héréditaire bien sûr, et qui étaient en guerre avec la France. Et donc Athanase Delrieux va participer à cette expédition. Très bien. À qui vous recommandez ces livres? Bien sûr aux passionnés de la mer, mais à qui on peut le... Je crois que ceux qui aiment l'aventure, quoi, avant tout, Ouais. parce que c'est des romans d'aventure, donc il y a le côté maritime, mais il n'y a pas que ça, puisque je montre un peu la vie, et notamment dans le Voile sur l'Irlande, je parle de la vie à Paris sous le Directoire, qui était quand même assez particulière, mais c'est surtout un roman d'aventure et d'amitié. Et puis beaucoup d'informations, de documentation. On apprend beaucoup de choses en fait dans vos ouvrages. Voilà, j'essaye de suivre l'histoire avec précision pour pas faire d'erreurs et voilà, donc c'est intéressant aussi de découvrir un peu ce qui s'est passé à cette période de la Révolution qui n'est pas toujours bien connue. C'est vrai, qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Je ne sais pas, on l'apprend, mais j'ai beaucoup lu sur la Révolution et c'est extrêmement complexe. En fait, simplifier la période révolutionnaire, c'est très compliqué, quoi. Est-ce que vous avez d'autres projets, Monsieur Ferrandis? Alors en pratique, au départ, je voulais faire une série avec ce personnage qui aille jusqu'à la chute de l'Empire. Donc là, je ne sais pas, j'ai le tome 3 en tête, mais entre-temps, je suis parti à écrire autre chose. D'accord. Donc là, actuellement, j'écris un roman qui n'a rien à voir avec la marine. Bon, autre Donc, chose. je vais essayer de finir celui-là. Et puis après, je verrai pour reprendre la suite. J'ai déjà la suite en tête.
En tout cas, vous êtes suivi par Corsair Éditions, c'est votre maison d'édition. Voilà, à Orléans, oui. Très bien. Bien, merci infiniment d'être venu sur ce plateau, nous avoir parlé de vos ouvrages. Et voilà, ça fait des bonnes idées de lecture pour les vacances. Il y a de quoi faire. Vraiment, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Quand il vient à Concremiers, il dit qu'il se ressource parce qu'il dit « en ville, on n'a pas de racines ». Et donc les racines, avec un grand R si j'ose le dire, c'est très important pour lui. Les racines berrichonnes, d'une part, sa famille vient d'ici, il est très ancré dans le territoire. Lorsqu'il est ici, il vit comme un berrichon. Il fabrique son vin, il fabrique son miel, il fabrique son fromage. Et puis les racines d'ailleurs, il est très attiré par l'ailleurs, par l'inconnu. Il va y avoir l'influence de New York, notamment, avec ses premières grandes expositions. Et puis la révélation, la célébrité qui va l'attendre là-bas. C'est à New York que le musée Guggenheim et également le MoMA vont acheter ses œuvres. Et puis il va y avoir les envies de lointain, de paradis un petit peu. Et là, ça va se trouver surtout en Polynésie. Philippe Ikili a une vision de la sculpture qui se veut ludique et plutôt ironique. Et donc, le détournement d'objets, les mobiles, ça l'amuse beaucoup. On a ici Narcisse qui est une œuvre vraiment spéciale puisque c'est une œuvre qui date de 1956, la plus ancienne de l'exposition. Donc on est vraiment au tout début du travail d'Ikili. Cette sculpture, elle a été réalisée à partir d'un tourne-broche récupéré. Ce tourne-broche date du XVIIIe siècle. Et donc il y a tout un système avec un poids qui permettent comme ça à la petite sculpture de Narcisse de tourner sur lui-même. Et elle permet aux visiteurs par moments de s'apercevoir dans le miroir. Nous nous trouvons à côté de la fameuse motocyclette d'Ikili qui a été réalisée en 1964. C'est une œuvre majeure. Ikili est souvent représenté à côté de cette motocyclette. Donc une motocyclette qu'il a récupérée et qu'il a retravaillée et patinée, ainsi que ce personnage, donc cette silhouette de femme qui se trouve sur la motocyclette et qui à l'époque était dotée d'un système assez ingénieux pour mettre mal à l'aise le visiteur. Cette silhouette, cette personne est dotée d'attributs sexuels comme régulièrement dans le travail d'Ikili. Elle a également un sexe assez imposant et donc lorsqu'on touche cette demoiselle, la motocyclette est censée s'allumer et klaxonner et donc l'ensemble de l'assemblée est au courant qu'on a touché la demoiselle d'Ikili. Tout l'été et jusqu'au 29 septembre, le Château d'Ars se consacre une rétrospective à Cécile Reims, artiste reconnue internationalement pour son travail de graveur et installée depuis 35 ans à La Châtre. L'exposition rassemble plus de 150 dessins et gravures, ainsi que des objets personnels de l'artiste. Un parcours de vie qui évoque à la fois les combats politiques de la femme résistante et le chemin artistique de celle qui fut la compagne de Fred II, mais aussi sa collaboratrice privilégiée. Je pense que jamais je n'aurais eu cette persévérance et cette continuité si je n'avais pas rencontré Fred et que Fred, il se disait lui-même un religieux sans religion, et sa religion c'était l'art, c'est-à-dire un chemin où on n'arrive jamais. Et moi qui étais assez, comment dire, je pense que je me serais lassée vite d'une chose, d'une autre. J'aurais peut-être divagué dans ma vie. Et lui m'a aidé à emprunter ce chemin précisément où on n'arrive jamais, où chaque pas est à faire, et à faire soi-même, à ne pas attendre des événements ou de l'extérieur. On avance, on avance, on avance. Fred était un ouvrier, il a été en usine à 15 ans. Et il est resté ouvrier dans sa vie, il pointait. Voilà, et j'ai pointé avec lui.
Fred était très fertile, moi pas. Je ne suis pas fertile. C'est comme ça, comme certains sont blonds et d'autres sont bruns. Et je n'aurais jamais pu par moi-même être, on le voit, sortir de moi continuellement quelque chose comme Fred. Et c'est cette rencontre tout à fait improbable avec d'autres artistes, une œuvre qui n'était pas la mienne, qui m'a fait progresser, mais en tant que graveur. Mis à part Fred II, Cécile Reims aura également mis son talent au service d'artistes prestigieux comme Salvador Dali ou Léonore Fini, mais surtout Hans Bellmer, pour lequel elle a gravé plus de 250 dessins. Ça ne m'a pas ouvert des portes extérieures, ça m'a ouvert des portes intérieures. C'est-à-dire que le dessin de Bellmer, l'œuvre de Bellmer, en tant que scalp extreme, m'est étrangère. Mais le dessin de Bellmer me permettait, si vous voulez, d'avancer, de porter au maximum ce que je portais en moi. Et donc, j'ai détourné le burin, j'ai appris des choses que par moi-même, je n'aurais jamais apprises. Et donc, voilà, j'avançais et c'était un bonheur, ça a été un bonheur. Et puis en plus, quand on grave pour un autre, il faut s'absenter de soi, totalement. Sinon, on ne fait que copier. Il ne s'agit pas de copier quand on est interprète, il s'agit de traduire un dessin en une gravure. Et voilà, ça m'éloignait de moi et de tout ce que je traînais. Voilà. Pendant toutes ces années, Cécile Reims va s'épanouir dans l'ombre de ce grand artiste, un anonymat qui lui convient parfaitement. J'étais clandestine, totalement. Et d'être clandestine m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Jamais je n'en ai souffert. Et je crois que cette satisfaction de la clandestinité, elle est née en moi pendant la guerre. Quand je présentais des faux papiers à un Allemand ou à un milicien. C'est moi qui étais vainqueur, c'était pas lui, puisque je le trompais. Donc là, avec Bellmer, je trompais personne, mais j'étais clandestine, ça me plaisait. Peut-être que je suis pas une plante de soleil. Les plantes d'ombre, elles sont pas plus médiocres que les plantes de soleil. L'exposition consacrée à Cécile Reims sera visible tout l'été au Château d'Ars, avec ponctuellement des ateliers pour enfants. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site www.lachâtre.fr.